Mais ô miracle, Atarax survécut. Et ce qui devait arriver arriva. Le Phénicien rescapé fut ébloui par la beauté de la jeune fille assoupie. Et la Vénus, qui voyait un homme pour la première fois de sa courte existence, tomba follement amoureuse du beau navigateur moustachu. Atarax initia sans attendre la belle Immaculée au plaisir de la chair pour le plus grand bonheur de sa nouvelle compagne. Car dans nombre de ports de la Méditerranée, notre homme marin était reconnu, malgré son jeune âge, comme un séducteur passablement expérimenté. Mais sur l'Olympe, Jupiter était revenu, impatient de revoir sa sublime créature. Au spectacle des deux amants enlacés dans une étreinte torride, le premier des dieux, transpercé de douleur, entra dans une colère titanesque. Aujourd'hui, on dirait biblique. Son courroux se porta tout d'abord sur l'incompétent Neptune qui avait laissé passer l'intrus. Il morigéna vertement le dieu des mers qui, penaud, se confondit en d'humides excuses et repartit toucher le fond. Sur l'île, alors qu'Atarax veillait sur la Vénus endormie, le ciel changea ses couleurs, puis laissa la place à un Jupiter ivre de rage. Le Phénicien, dont le courage n'était pas la première qualité, fut si terrifié à la vue cauchemardesque du dieu des dieux qu'il vieillit de 25 ans en un instant. Il prit la fuite en courant sur l'eau, un procédé qui fut repris un peu plus tard avec le succès que l'on connaît. Débarrassé du gêneur, Jupiter reprit son calme. Mais il était fort embarrassé. Que faire maintenant que sa création avait été souillée par ce vil marin? Il se résolut à apparaître sur l'île, bien décidé à posséder la femme qu'il s'était lui-même fabriquée. N'était-il pas le dieu des dieux, après tout? Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il s'aperçut que sa Vénus, indifférente à sa présence, s'adonnait de ses doigts de jade à d'intenses plaisirs solitaires, tout en soupirant indécemment le nom de l'agile Atarax. Le bien-être que semblait ressentir sa création à cette activité le stupéfia de jalousie. Si bien qu'il éteignit la lune et les étoiles
et les ténèbres se firent sur l'île. C'en était trop pour le dieu des dieux. S'emportant encore une fois, il fit disparaître les bras de l'infortunée déesse de Milo, et ainsi l'empêcher de pratiquer ce qu'il considérait comme une injure personnelle. Mais à sa grande fureur, Jupiter constata que son cruel sortilège restait sans effet. Manchotte, la Vénus jouissait encore plus fort à la seule pensée de l'homme qu'elle chérissait tant. Alors, comprenant que sa créature lui avait irrémédiablement échappé, de corps comme d'esprit, Jupiter, résigné, pétrifia la Vénus, faisant pierre de sa chair. Et il se jura de ne plus jamais se laisser attendrir par une femme, montrant bien là sa vraie nature, celle d'un ignoble macho. La Vénus de marbre s'était tue. L'archéologue, malgré son mal, l'avait écoutée sans en perdre un seul mot. Mais, se sentant déjà un peu mieux, il éprouva le besoin d'aller s'aérer sur le pont du navire. Il faisait nuit, la Méditerranée était d'huile, la lune jouait les soleils de minuit, illuminant tout d'une lumière irréelle. Le Français, s'aérant goulûment, reprenait ses esprits, et il lui sembla que cette histoire de Vénus n'était certainement qu'une hallucination. C'est alors qu'il se postait non loin de la poupe que monsieur le professeur Jérôme Chouffiron, membre de l'Institut, aperçut, zigzagant dans le sillon d'écume que laissait derrière lui le bateau, un homme grisonnant courant sur la mer.